T'as fait la Nouvelle Star. Non, mais tu me l'as jamais dit. Attends, tu connais pas cette histoire? Mais what the fuck, tu m'as jamais dit que t'avais fait la Nouvelle Star. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible que je connaisse pas cette histoire? Je connais toutes tes histoires. Je les ai toutes entendues au moins 8 fois. Et celle-là, tu me l'as jamais racontée. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Anthony. Anthony a 28 ans et avec lui nous avons discuté des Antilles et des poignées de main, de Jésus et de Vincent McDoom, de l'homophobie structurelle et des conduites à risque, des chameaux et du sexe par politesse, mais surtout d'apprendre à respirer sous l'eau. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne comme Anthony, victime de viol. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Vaste question. Je pense que je suis pas heureux d'être un homme. Je n'oserais pas dire que je suis une personne non-binaire, mais ça m'interroge en tout cas, ça me questionne énormément. Et je pense que toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me posais des questions sur ma sexualité, sur mon identité de genre, sur mon expression de genre. Je me demandais si j'étais suffisamment viril. Mais à force d'y réfléchir, je me suis construit entre ces interrogations-là. Et je sais pas, j'ai arrêté de vouloir surnager et j'ai plongé en fait, la tête la première. Et je crois que j'ai appris à respirer sous l'eau. Et que maintenant, je trouve ça magnifique, ces profondeurs, c'est vaste, c'est merveilleux. C'était quoi pour toi la masculinité ? C'était quelque chose d'étroit et d'ennuyeux. Très jeune, j'ai compris que j'y correspondais pas en fait. Donc j'ai arrêté de lutter au fur et à mesure que je grandissais, tout en sachant que la féminité m'était interdite par la société. Je retenais beaucoup de choses à travers lesquelles je voulais m'exprimer, notamment la mode, la beauté, des questions d'apparence qui peuvent sembler triviales et ordinaires, mais qui me causaient beaucoup de frustration, d'interrogation. Mais maintenant, je suis prêt à payer ce prix-là en fait, parce que c'est ce qui me permet de me sentir libre, au-delà de la masculinité. Quel rôle ils avaient tes parents au sein de ta famille ? J'ai grandi en région parisienne. Mon père travaillait souvent en dehors de chez nous, donc soit dans la région Grand Est, soit aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc il a pas toujours été à la maison. Et ma mère gérait le foyer comme si on était une famille monoparentale, ce qui était le cas, littéralement. Ils n'étaient pas séparés, sentimentalement, mais géographiquement, on l'a toujours été. Et j'ai grandi avec ce modèle-là, et par exemple, je crois que c'est dans le film Police de Mai Wen, où 2 parents ont des enfants, mais vivent dans des appartements différents. Et ça avait choqué les amis avec qui j'avais vu ce film, et moi je trouvais ça tout à fait normal. Je me disais, mais si j'ai le choix, je le ferais aussi. Ça coûte très cher, mais en vrai, il y a plein de gens qui voudraient ne pas vivre ensemble sous le même toit. C'est juste que par économie, on le fait, quoi. J'ai toujours trouvé que c'était un modèle possible, et que ça leur réussissait jusque-là. Et moi, j'en ai pas souffert en tant qu'enfant, je pense. Et c'était comme ça, quoi. Ma mère, son surnom, c'est l'état-major. Parce qu'elle est très autoritaire. Elle est prof, en plus de ça, donc ça va ensemble. Et mon père, il était là, il venait une fois par semaine quand c'était en France, hexagonale. Sinon, on se voyait une fois par mois quand il venait dans l'hexagone depuis les Antilles. C'est marrant parce que quand j'y repense, c'est un homme qui n'est pas dans un cliché de virilité attendu. C'est un homme qui est assez grand, assez mince, qui prend énormément soin de lui, qui passait autant de temps que ma mère dans la salle de bain, qui est fan de cosmétiques et de skincare, qui est très soigné et précieux. Et pour moi, c'était normal. Et j'ai aussi l'impression, mais ça c'est peut-être juste une impression, qu'aux Antilles, la masculinité est beaucoup plus féminine que dans l'Hexagone, que les hommes prennent assez soin d'eux. Ouais, il y a presque un côté troubadour, en fait, d'amour courtois, qui m'amuse toujours beaucoup. Donc, c'était des rôles assez partagés, mais pas comme on l'entend, quoi. Même si tu le voyais peu, t'étais quand même assez proche de ton père ? On n'est pas très famille dans ma famille. On n'est pas très affectueux, on n'est pas très démonstratif. J'ai jamais vu mes parents s'embrasser, par exemple. Je ne me rappelle pas de câlins. Mais je ne pense pas en avoir manqué, consciemment en tout cas. Je pense que, a posteriori, ou en regardant d'autres familles, je me rendais compte qu'on était très différents. Par exemple, très très peu de fois, j'avais le droit d'aller dormir chez des amis. Et quand je les voyais se faire des câlins, j'étais choquée. Ça n'arrivait jamais dans mon foyer. Mais j'en ai pas souffert, quoi. Ça m'a pas manqué, justement. Je trouvais les autres trop bizarres.
Quand tu parlais de masculinité, on avait l'impression qu'il y avait un carcan duquel t'es sorti en t'émancipant et en grandissant. Ce carcan, il était aussi présent par le biais de ta famille? Je pense que j'ai une famille assez conservatrice, assez croyante, chrétienne, catholique. Je faisais du caté depuis que je suis au CP jusqu'à la 3e. J'ai arrêté au moment de la confirmation en me disant non mais c'est bon, j'étais là juste pour les cadeaux. Mais je savais que c'était pas normal en fait. Enfin, à l'église, je mettais Jésus, j'avoue. Mais pourquoi j'ai dit ça? C'était trop bien. Moi, je l'aime cette phrase. À l'église, je mettais Jésus, j'avoue. Bah, c'est quand même vachement homoérotique quand on y pense. L'art chrétien, c'est y a plein de mecs. Enfin, même Saint-Sébastien, je crois. Qui est planté de flèches comme ça, c'est un symbole homoérotique très puissant que plein de mecs gays connaissent très bien. Et quand on y pense, oui, c'est hyper camp en fait, l'église. Enfin, il y a des vitraux hyper colorés, plein de gens à poil, ou alors beaucoup de costumes et tout. Enfin, c'est même pas ça que je voulais dire. Mais donc oui, j'ai grandi dans une famille croyante, catholique, assez conservatrice. Ma sœur était cheftaine scout. J'avais une grande sœur et un petit frère. Je me suis toujours sentie entre les deux. Je suis l'enfant du milieu. Mon petit frère correspond parfaitement aux critères de la masculinité. Et c'est marrant parce que pendant longtemps, j'avais pas compris la blague dans le titre « Les garçons et Guillaume à table ». Mais parce qu'en fait, moi aussi, c'était pareil, en fait. Quand il y avait mes cousins qui sont beaucoup de garçons, quand on nous appelait, c'était « les garçons et Anthony ». Même, je pense que mes parents me voyaient pas tellement comme un garçon. À mesure que je grandissais, ils se posaient des questions peut-être, je sais pas, mais je sentais que je clochais, quoi. Mais ce carcan-là, je dirais pas que c'est ma famille qui me l'a imposé, je pense que c'est moi qui l'ai vécu comme tel. Je les considère pas comme responsables. Je pense juste que c'est moi qui étais pas hyper en phase, aligné en tout cas avec le genre qui m'avait été assigné à la naissance. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ma mère ne voulait pas de moi au moment où elle m'a eu. On en a discuté un jour et elle m'avait fait comprendre que j'étais un accident de stérilet. Je crois que j'étais en primaire quand elle m'a fait comprendre ça. Et après, j'étais vraiment un enfant hyper curieux, hyper fouine, qui posait des questions beaucoup trop adultes. Je me suis toujours posé la question de savoir si le fait qu'il n'était pas un enfant désiré à ce moment-là avait joué sur mon éducation, sur l'amour qu'il pouvait me porter et sur les carences affectives dont j'aurais pu souffrir. Mais oui, je me suis posé la question assez tôt, ouais. Et mais vraiment, depuis tout petit, j'avais des angoisses d'enfant, mais absurdes, où je rêvais qu'ils m'abandonnaient, ou bien je faisais des cauchemars par rapport au fait qu'ils allaient mourir, des choses comme ça. Et j'étais un enfant extrêmement mélancolique. Et je me rappelle avoir pleuré en lisant Rémi sans famille quand j'avais 7 ans et tout. Tout le monde pleure en lisant Rémi sans famille, c'est horrible. Ouais. Non mais ça m'a traumatisé. T'arrivais à en parler à tes parents de ces angoisses? Ouais, mais c'était pas très bien reçu. Je pense qu'ils se disaient juste que j'étais un enfant qui se posait trop de questions. J'allais souvent dormir avec ma sœur parce que je cauchemardais beaucoup trop. Mais oui, j'en parlais parfois. À quel âge est-ce que t'as découvert l'existence de la sexualité? Je me souviendrai toujours de cette scène, en gros, dans le salon familial avec ma mère, ma sœur et mon petit frère, peut-être qu'il était là, je me rappelle plus trop. Ils ont regardé Dr. Queen. Et il y a un moment, une scène d'amour où... Avec Sully. Avec Sully. Où je me rappelle avoir eu une réaction et demander à ma mère, mais maman, pourquoi mon zizi durcit? Je me rappelle plus de ce qu'elle a dit. Je crois que j'avais compris que c'était pas normal parce qu'elle m'expliquait que c'est parce que Dr. Mike était joli. Mais en fait, moi, c'était Sully que je trouvais beau. Du coup, je me suis dit, oula, il y a un problème. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était que la sexualité, ce que ça pouvait susciter. C'est de là que me vient mon tropisme pour les mecs un peu artistes, bobos, avec les cheveux longs, un peu marginaux, quoi. Je suis un peu foutu depuis, mais donc ouais, pour moi, c'était ça la sexualité. Enfin, mon premier souvenir de la sexualité. Quelques années après, pendant qu'il était en primaire, elle m'a offert le livre de Titeuf, le guide du zizi sexuel. Le fameux avec les pages où il y a un trou dedans pour comprendre ce que c'est que la pénétration. Et ça répondait à beaucoup de mes questions. Je crois qu'elle m'a aussi offert à nouveau un livre autour de ça, des années après. Parce que j'avais eu des pollutions nocturnes. Enfin, je crois que c'était expliqué comme ça dans le livre. Mais en gros, quand tu dors et que t'es un homme cisgenre, tu peux éjaculer dans ton sommeil, en fait. Ça arrive à plein de mecs, mais aussi dans l'enfance. Et moi, j'en avais, en fait. J'en ai encore, j'en ai souvent. J'ai une vie érotique dans mes rêves assez bien remplie. Et je crois qu'elle avait dû découvrir dans mes pyjamas des choses, quoi. Et je crois qu'elle avait ouvert le livre à cette page-là pour que je comprenne. Enfin, parce que moi-même, j'avais honte, en fait. Genre, je ne comprenais pas ce que c'était. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est grave. Et puis, c'est peut-être dégueu. Donc, voilà. Mais oui, je pense qu'elle avait de bonnes réactions parce que elle m'a donné les ressources pour que je comprenne. Elle a répondu aux questions quand elle le pouvait. Et si ça la gênait trop, elle m'offrait un livre sur le sujet. Donc, je trouve ça assez exemplaire. C'était quoi pour toi faire l'amour à l'époque? C'était Sully et Dr. Mike.
Oui, c'était le résultat de personnes qui s'aiment, qui se font de la tendresse, en fait, quelque part, qui se donnent de la tendresse mutuellement. C'était quelque chose qui me donnait envie. C'était quelque chose que je voyais dans les films, dans les séries, que je voyais pas trop chez moi. J'avais complètement séparé l'idée de sexualité et l'amour. C'était vraiment un truc, de fiction, quoi. Tu fantasmais quoi, du coup? Bah, en fait, je vais parler que de séries, j'ai l'impression, mais je regardais des dessins animés. Je me rappelle très bien des super nanas. Il y avait un méchant qui s'appelle Him, qui ressemblait un peu au diable avec des grosses pinces rouges, du rouge à lèvres et des talons. Et j'avais l'impression que c'était moi. Parce qu'il avait la même dégaine que moi, quelque part. Quand j'étais petit, j'étais très très mince, très très fluet. Et je me disais, ouais, mais en fait, lui, c'est le méchant, c'est pas bien, en fait. Et même dans les dessins animés de Disney, parfois, je me retrouvais dans le méchant. Les antagonistes étaient codés de manière queer. Souvent, les hommes étaient présentés comme étant émaciés, avec des ongles longs. C'était aussi mêlé avec une imagerie antisémite, dans bien des cas. Donc, le nez crochu, des ongles longs, du maquillage, et une voix assez féminine. Et donc, le méchant dans Le Roi Lion était codé de manière queer. Et dans Aladdin, c'était une caricature à la fois queer et antisémite. Même Ursula, elle était inspirée par une drag queen américaine. Mais en vrai, je les aimais trop. Et je me disais, ah, mais moi, je suis le paria, en fait. Le marginal qu'on tue à la fin ou qu'on a envie de tuer, quoi. Et donc, ça me mettait assez mal à l'aise. Et après, en devenant ado, je regardais d'autres séries comme Charmed, qui a fait mon éducation sentimentale, ou Véronica Mars, que j'ai adoré. Mais vers la fin de l'adolescence, quand j'étais peut-être au lycée, j'ai découvert la série Queer as Folk, où il y a une bande d'amis gays aux États-Unis qui s'éclatent dans les quartiers gays, les clubs gays, qui a une vie en fait sentimentale, amoureuse, familiale, sexuelle, hyper riche et hyper diversifiée, parce qu'il y avait plusieurs modèles possibles là-dedans. Et c'était une déflagration. Enfin, d'un coup, j'ai découvert que en fait non, on m'avait juste caché ce monde qui existe aussi, et que je pouvais trouver des gens comme moi, avoir des amis comme moi, avoir des petits amis, des histoires d'amour en fait, et que c'était pas juste un truc glauque. Ou de méchants, ou de gens qu'on a envie de tuer à la fin pour sauver le monde, quoi. Et on avait le droit au bonheur aussi, et à l'amour. C'est que quand t'as regardé Queer as Folk que t'as eu des représentations de l'homosexualité? T'en avais pas autour de toi? Il y avait personne? Si. Parce que même au collège, dans le harcèlement que j'ai subi, mon surnom c'était Vincent McDoom, qui était un personnage de télé-réalité, qui était présenté comme un travesti, noir de Sainte-Lucie, une île voisine de la Martinique, qui était beaucoup moqué en fait. Il y avait plusieurs émissions autour de lui et de ce personnage qui était caricaturé. Je pense qu'on l'invitait à le faire, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il a participé à La Ferme Célébrité, par exemple, qui était une émission où plein de candidats de télé-réalité étaient enfermés dans une ferme et devaient faire plein de tâches domestiques de la ferme. Et lui, il venait là avec ses talons et ses sacs à main, essayer de traire une vache, donc ça marchait pas. Et en fait, sa féminité était constamment moquée. Et donc, je crois que c'était l'une des premières représentations que j'avais eues d'une personne queer. Et avec lui, d'ailleurs, il y avait une autre émission qui s'appelle La Folle Route, avec Vincent McDoom et Magloire, qui était lui aussi un présentateur de télé-réalité. Et à eux deux, ils faisaient la paire, en fait. Ils étaient tous les deux noirs et queer. Et je comprenais pas tout ce que ça voulait dire, mais je comprenais juste que c'était une source de moquerie. Et que ça me causait des surnoms très fâcheux à l'école, par exemple. Et donc, oui, ça a contribué à ce que j'associe mon manque de virilité et ma sexualité peut-être différente à quelque chose de négatif qui faisait que je méritais d'être harcelé à l'école ou marginalisé. Tu l'as toujours su que t'étais gay? Je pense que j'ai toujours su que j'étais gay. J'ai tenté de me convaincre que j'étais hétéro. J'ai voulu sortir avec des filles en primaire, au collège, au lycée, mais ça n'a jamais abouti. Et je pense que les gens l'ont su avant moi, en fait, surtout. Et qui m'ont assigné à ça, et que je me posais la question, que je voulais pas y correspondre parce que je savais que c'était jugé négativement dans la société. Mais je pense que je l'ai toujours su. Je me le suis juste pas toujours admis. Et quand est-ce que t'as arrêté d'en avoir honte? Je pense qu'on en aura toujours honte tant que l'homophobie existe, socialement, structurellement. Après, je le vis beaucoup mieux depuis que je suis indépendant aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé à le dire à mes amis quand j'étais à la fin du collège. D'abord en disant que j'étais bisexuel, après j'ai dit que j'étais pansexuel, et après j'ai commencé à arrêter de me voler la face. En arrivant au lycée, c'est comme si l'ardoise était devenue vierge et que les gens me rencontraient pour la première fois. D'un coup, j'étais plus harcelé, et en fait, je pense que j'avais l'air tellement queer de l'extérieur que personne se posait la question, c'était évident pour tout le monde, et que j'ai même pas eu besoin de le dire, en fait.
Donc j'ai pas vraiment fait de coming out gay à d'autres personnes que mes amis du collège, puisque au lycée, en fait, c'était évident pour tout le monde. Et même une fois dans le milieu professionnel, j'ai travaillé dans des maisons d'édition, dans la littérature, puis dans la presse féminine, et c'était évident pour tout le monde que j'étais gay. Donc j'ai pas tellement eu besoin de le dire, ça me précède en fait. Les gens le voient, ça me facilite beaucoup la vie, et ça fait aussi que ça rend la chose plus facile à accepter, ouais. Tu l'as fait un coming out à tes parents? J'ai fait mon coming out à mes parents assez tardivement. J'étais persuadé que mes parents étaient extrêmement homophobes. Ils ont fait beaucoup de remarques homophobes quand j'ai grandi, qui m'ont beaucoup marqué, mais que eux n'ont pas spécialement retenu. Des remarques d'une homophobie ordinaire, c'était à chaque fois que ça parlait d'homosexualité à la télévision, au JT par exemple, des insultes par rapport à mais qu'est-ce qui nous embête avec leur volonté d'avoir tel droit, ou bien mon Dieu mais ils ont l'air vraiment dépravés, quand c'était des reportages sur la Pride par exemple. Au moment du mariage pour tous, c'était énormément de remarques aussi. Et avant ça, c'était aussi la télé-réalité encore. Enfin, j'y avais jamais réfléchi, mais la télé occupe une place centrale dans les échanges que j'ai pu avoir avec mes parents, dans ma famille, parce que ça me permettait d'avoir accès à ce qu'ils pensaient du reste de la société, de manière sans filtre, parce que c'était détendu en fait. Quand ils regardaient le JT, ils n'allaient pas dire « Ouh là là, voilà ce que nous pensons de la politique d'Erdogan », mais face à la télé-réalité, ils pouvaient dire « Oh là là, bah voilà ce qu'on pense en fait des homosexuels, ou des personnes qui se travestissent, ou des personnes transgenres ». Je crois que la première fois que ma mère a dit quelque chose de positif sur quelqu'un d'homosexuel, c'était Benoît dans Secret Story. Quand il a gagné, elle disait « Ah oui, lui je l'aime bien ». Et en fait, mine de rien, ça m'avait fait un bien fou. Je me suis dit « Ah mais en fait, elle est capable d'éprouver du respect et peut-être même de l'acceptation face à quelqu'un comme ça ». Mais quand j'ai fait mon coming out, elle m'a dit oui, effectivement, je t'ai fait plein de remarques, c'est vrai. Elle s'est pas excusée, mais elle a reconnu, et c'était déjà beaucoup. Je voulais pas le faire à ce moment-là, je vivais encore sous son toit, j'étais en couple avec un garçon depuis 1 an, et ça se passait mal, je faisais une crise d'angoisse dans ma chambre, elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passait, je lui ai dit est-ce que tu veux vraiment savoir, elle m'a dit oui, je veux savoir, et comme c'est l'état-major, j'ai fini par lâcher le morceau, et ça a duré vraiment une fraction de seconde en fait, elle m'a dit ah c'est ça. Elle est partie de la pièce, c'était assez aride. Après, elle est revenue en disant « Est-ce que tu te protèges ?» J'ai dit « Bah oui ». Et après, elle est repartie. Et après, je crois qu'elle est repassée en disant « Il mérite sûrement pas que tu pleures ». Et après, elle est repartie. Et c'était tout. Donc, je pense que c'est pas propre à ma sexualité, à mon homosexualité. Je pense que c'est ma famille qui est comme ça. On est très, très pudique. Et après ça, mon père, je l'ai fait encore beaucoup plus tard. Je l'ai fait il y a peut-être 2 ans. C'est absurde, hein, parce que, enfin, encore une fois, enfin, dans un podcast, ça se voit pas forcément, mais j'ai une expression dure assez flamboyante. Je suis journaliste, et en tant que pigiste, je suis amené à écrire pour différents médias. En l'occurrence, ça faisait 2 ans que j'écrivais pour Tétu. Mais j'écrivais aussi, au Madame Figaro sur la mode, au Gradia sur la mode, et d'autres médias. Et donc, il y avait plein de signaux énormes qu'il a jamais vraiment considérés, en tout cas, dont il m'a jamais fait part. Et un soir, il allait repartir en Martinique le lendemain. Et dans mon côté dramatique, je le croise à 1h du matin dans la cuisine en train de se faire une tisane. Et on parle de je ne sais trop quoi. Et il me pose une question par rapport à la famille en général et comment est-ce qu'on doit venir en aide aux gens. Et j'en profite. Je me dis, ah, bah, peut-être que c'est ça le bon moment. Et je lui ai dit, et il m'a juste dit, d'accord, ça change rien pour moi. Et il m'a serré la main. Oh, la pudeur, c'est trop mignon, genre. Mais encore une fois, oui, je pense que c'est à son image et je m'attendais pas à ce qu'il me prenne dans ses bras, à aucune effusion de larmes. Je pense que ça aurait été encore plus gênant, en fait, parce que ça aurait pas été lui. Ça aurait pas été nous. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta première fois? Je pense qu'on fait un pataquès de la première fois. Qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Ma première fois, je l'ai pas choisie. C'était une soirée entre amis. J'avais 16 ans. On devait dormir sur place, il y avait plusieurs personnes, dont l'un de mes meilleurs amis. Et à un moment, j'étais ivre-mort, donc on m'avait couché. On m'a couché dans une chambre où ma meilleure amie et une autre copine regardaient la télévision. L'un de mes meilleurs amis est venu dans le lit et en gros, il a initié une fellation sur moi. Et ensuite, il a exigé une fellation. Et comme j'étais ivre-mort et que, en fait, il m'a fait comprendre que parce que je bandais mou, il fallait que je m'occupe de lui, ou je ne sais quoi. Je l'ai fait, enfin, mais j'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait parce que j'étais encore une fois ivre-mort et je crois me souvenir que j'ai repoussé à plusieurs reprises.
Et quand bien même, de toute façon, on n'a pas à profiter des gens ivres morts. Enfin, bref. Et ça, c'était ma première fois. Mon premier rapport sexuel. Je me rappelle m'être réveillée au milieu de la nuit, enfin au petit matin vraiment, et être allée dans la salle de bain et avoir vu des traces de sperme sur mon visage et sur mon torse en fait, et avoir des flashbacks de ce qui s'était passé dans la nuit. Et je suis rentrée chez moi, je me suis redouchée, enfin vraiment le truc dramatique de série américaine. Et ensuite le mettre sous le tapis. Enfin me dire bon bah j'avais trop bu et sans doute lui aussi et tout. Mais après en parlant avec mes copines qui étaient aussi dans la pièce, elles m'ont dit qu'elles avaient quitté la pièce à cause des bruits qui se passaient et elles pensaient qu'ils étaient consentants et elles étaient hyper étonnées. Et avec du recul, je me rends compte à quel point on était jeunes, et à quel point on n'était pas très malins et à quel point ça aurait pu être évité facilement et à quel point c'était confus pour tout le monde parce que même pour ce garçon-là, je pense qu'il se rendait pas compte de ce qu'il faisait, de la gravité de ce que ça pouvait être. Toujours est-il que très vite, on a écarté ce garçon de notre vie, de notre bande d'amis. Je sais que j'étais pas responsable, je sais que c'est juridiquement un viol, mais... Est-ce que tout de suite, t'as mis l'étiquette de viol dessus ou c'est a posteriori que t'arrives à appeler ça comme ça? C'est a posteriori que j'arrive à appeler ça un viol. Ça m'a pris du temps, non pas parce que je le refoulais complètement, mais parce que je m'en souciais plus du tout. Et c'est justement à mesure que je grandissais dans ma vie sexuelle que je comprenais ce que c'était que le consentement et que je comprenais que là, il n'y en avait pas eu en fait. Mais je m'en suis remis. Avant cela, j'étais pas hyper intéressé par la sexualité. Après ça, je l'étais encore moins. Je me suis dit, bon bah c'est bon, c'est mort, je deviens asexuel, c'est pas fait pour moi. Parce que justement, je me suis dit, bon bah si le sexe, c'est ça, j'aime pas. Après, vers 20 ans, je me suis dit, bon, j'avoue, quand même, peut-être que c'était pas ça, peut-être que c'était une mauvaise expérience, peut-être que je peux en avoir d'autres. Bêtement, je me suis dit, bon, bah, je vais m'inscrire sur une application de rencontre, et le premier mec qui passera, bah, j'irai coucher avec. C'est mon côté un peu, genre, jusqu'au boutiste, je le veux faire ça tout de suite, je suis hyper impatient dans la vie, en général. Du coup, j'ai installé Grindr, un mec m'a parlé, 1 heure après, j'étais dans son lit, et c'était désastreux. Bizarrement. Ne faites pas ça à la maison. Enfin, pas si vous le voulez pas. Ne reproduisez surtout pas ça chez vous. J'étais vraiment buté, quoi. Encore une fois, parce qu'il y a une injonction à vivre la sexualité, de jouir. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je le fasse, quoi. J'avais 20 ans, j'ai toujours pas eu le rapport classico-centré sur la pénétration. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais passer à la casserole. Donc, je suis allé chez ce mec. Et en gros, le rapport était nullissime. Mais en fait, il était douloureux aussi. Parce que ça a été très rapide. Et en fait, la télévision me poursuit. Mais en gros, il regardait La France, un incroyable talent. L'ordinateur était sur son lit. Et en fait, je me rappelle regarder l'émission pendant la pénétration. Du coup, j'étais en train de dissocier parce que c'était douloureux, en fait. Du coup, je me projetais dans ce truc en me disant, bon, je me concentre là-dessus. Ça passera plus vite. Et en fait, le rapport a cessé parce que je saignais trop. Et il m'a dit, oh là là, dis donc, c'est pas propre. Parce que j'ai taché ses draps, quoi, avec du sang. Je me suis pas manifesté, en fait. J'ai pas réclamé davantage de lubrifiant. Je me suis juste laissé faire en disant, bon, bah, ça va passer. Et ça n'est pas passé. J'ai saigné. On a arrêté le rapport. Et je suis rentré chez moi. Je suis resté littéralement 45 minutes chez lui. Mais encore une fois, ça m'a pas traumatisé parce que je pense que c'est pas très sain. Hein. Mais je tirais une forme de jouissance du contrôle que je pouvais avoir sur mon corps. Je me disais, ah mais c'est génial, ça a beau me faire mal, je peux continuer. J'ai travaillé là-dessus depuis, mais sur le moment, je me suis dit, mon Dieu, mais je suis trop fort, quoi. Et ensuite, j'ai connu un mec qui me tournait autour dans une boîte de nuit un soir. On s'est hyper bien entendu, on s'est échangé nos numéros, il voulait que je rentre chez lui ce soir-là, j'ai dit non. Et le lendemain, je suis allé chez lui, et on a couché ensemble, c'était bien. C'était pas extraordinaire parce que encore une fois j'ai saigné en fait et encore une fois j'ai taché ce drap. Du coup j'étais archi mal, bref. Et surtout j'avais réclamé un préservatif à plusieurs reprises. Ça m'avait marqué parce que je comprenais pas qu'il fallait pas en mettre. Après que j'ai réclamé plusieurs fois le préservatif, il l'a mis. Après on s'est fréquenté pendant quelques mois. Sauf que à plusieurs reprises, j'ai remarqué ça au moins 3 fois. À des moments où je changeais de position, il retirait le préservatif. À chaque fois je l'engueulais. Et il me disait non mais que ça le gênait, soi-disant, je sais pas quoi et tout, donc vous connaissez la chanson. Mais je me souviens que ça le regarde en fait, mais moi je veux être responsable de ma sexualité, donc je suis allé faire un dépistage pour ma sexualité, pour ma santé sexuelle.
Et en fait, l'infirmière m'a engueulé. Mais je pense qu'elle a senti à quel point j'étais genre naïf, impressionnable, que je débutais. Elle a peut-être dû se dire, bon, bah lui, je vais le marquer un bon coup, comme ça, il va faire encore plus attention, et au moins, il sera prudent, quoi. Je me rappelle plus exactement, mais elle m'a dit que j'étais irresponsable, que c'était à moi d'exiger le préservatif, qu'il n'y avait pas besoin d'être poli, ou alors que je devais partir si jamais il refusait. Mais surtout que retirer le préservatif pendant un rapport, c'est considéré comme un viol maintenant. Juridiquement, c'est considéré comme un viol. Il y a 4 acceptations pour le viol. La surprise, la violence, la menace ou la contrainte, je crois. Et effectivement, retirer le préservatif, c'est un viol par surprise, juridiquement. Après, c'est juste que c'est compliqué à démontrer, et on sait comment les viols sont très très peu punis en France par la justice actuellement. Donc j'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit par rapport à ça, et surtout à l'époque, je savais pas ce que c'était un viol juridiquement, et que j'avais pas l'impression d'avoir été violé sur le coup. J'avais juste eu l'impression qu'il avait été responsable, et que ça engageait notre santé sexuelle à nous tous les deux, et qu'il craignait qu'il se ferait mieux le plaquer, ce que j'ai fini par faire. Et après ça, il y a eu la vraie première fois, à mes yeux, celle qui compte dans mon cœur, en fait, enfin, et dans ma tête, surtout. Bah, c'est avec mon premier amour, en fait. Je devais avoir 22 ans. On s'est fréquentés pendant 2 semaines, mais vraiment, mais c'était une comédie romantique, l'histoire. Des dates dans des musées, trop beaux, trop mignons, des vernissages, tout machin, à s'embrasser dans des galeries. Et on a fini par coucher ensemble entre 2 expos, chez lui, dans un lit. Ça s'est très bien passé. Je crois que c'est l'un des premiers rapports sexuels où j'ai pas saigné. L'un des premiers rapports sexuels où j'ai pris mon pied, en fait. Et surtout, c'est l'un des premiers rapports sexuels où je me suis senti aimé. Et je crois que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que la sexualité, en fait. Je me suis dit, ah, mais en fait, tout ce que j'ai connu avant, c'était juste des rapports bof, quoi. Ou violents. Ou violents, qui peuvent faire partie de la sexualité, ça existe aussi. Mais en fait, un rapport sexuel n'a pas à être un rapport de force. Ça peut l'être. On peut même érotiser un rapport de force. Ça regarde chacun et chacune, mais c'est pas la seule manière d'avoir une sexualité, quoi. Est-ce que t'as besoin aujourd'hui, tu dirais, d'être amoureux pour faire l'amour? En gros, après ce premier amour-là, on s'est séparés. Et après, en fait, j'ai vécu en coloc avec une super amie, hétéro, qui venait de se séparer elle aussi, et on était archi fusionnels. Enfin, on était un peu un faux couple, quoi. Et elle était appréhensive à l'idée d'avoir des relations avec des hommes plus âgés, ce qui était ce à quoi je suis abonné. Enfin, vraiment, je sais pas, mes mecs, ils ont le double de mon âge minimum. Et moi, j'étais appréhensif à l'idée d'avoir des sex friends. On a appris énormément en se parlant. Et du coup, ça m'a amené à avoir des sex friends. Et en fait, je sais pas, maintenant j'en ai 3 ou 4. Et on se voit quand j'en ai envie. Et ça se passe toujours super bien. Ils ont des profils très différents physiquement et même dans la façon d'aborder le rapport sexuel. Et en fait, c'est un peu comme prendre rendez-vous chez le médecin ou que sais-je, tu vois. En dehors du couple, c'est un super anti-stress, en fait. Je suis un grand anxieux, un grand angoissé. Et parmi mes sex-friends, j'en ai un, par exemple, qui sait que je viens de boucler un magazine parce que je l'appelle après et qui me dit « Ah, ça y est, c'est le moment de la délivrance et tout. » Et en fait, il sait que c'est les moments où le sexe est le meilleur avec moi parce que c'est les moments où je me lâche le plus, parce que j'en ai le plus besoin, peut-être. Je crois que c'est quelque chose dont je tire beaucoup d'intérêt, mais pas de manière très saine, à l'idée de pouvoir contrôler mon corps, l'assujettir à ce que je veux, y compris de la violence ou des personnes qui m'intéressent pas, ou des personnes qui ne me plaisent pas. Donc je peux coucher avec n'importe qui, mais vraiment n'importe qui. Ça veut pas dire que je le fais, mais juste j'en suis capable. Mais sinon, oui, je m'en rends bien compte que quand j'aime la personne, quand elle m'intéresse énormément, c'est beaucoup mieux, le rapport. Pourquoi tu te forces à avoir des rapports avec des gens qui te plaisent pas? Mais je me force pas, c'est ça le truc. En fait, c'est ce que des copines à moi surnomment ma capacité à faire du sexe par politesse. C'est que si des garçons sont très gentils avec moi pendant suffisamment longtemps, je commence à m'en vouloir et c'est pas bien. En fait, personne ne doit de sexe à personne. On n'est pas redevable, en fait, de sexe parce qu'on t'a offert un dîner ou 3 soirées ou que sais-je. C'est juste que ça m'arrive assez souvent de me dire bon, bah, il l'a mérité. Et puis, mais en fait, c'est pas quelque chose dont je suis fier et c'est quelque chose que j'arrive de plus en plus à arrêter de faire. Mais t'en tires du plaisir quand même? Bah, justement, en fait, c'est pas la personne qui me procure du plaisir, c'est moi en me disant, mon Dieu, je suis capable de faire ça. Et en fait, c'est pas sain du tout, quoi. Ça a peut-être pas de rapport et je suis même pas sûr de ce que ça vaut d'un point de vue psychologique, mais j'avais lu un bouquin hyper intéressant sur l'homophobie structurelle et à quel point elle peut façonner les psychés et les sexualités. Ça s'appelle Straight Jacket, Overcoming
Society's Legacy of Gay Shame. Donc en gros, Straight Jacket, c'est un jeu de mots entre une camisole de force et la veste de l'hétérosexualité, donc l'apparence de l'hétérosexualité. Et comment est-ce que la communauté gay a vouloir surmonter, dépasser l'homophobie structurelle de la société et la honte d'être gay. Et ben cette communauté gay peut avoir des conduites à risque. Elle est beaucoup plus sujette à des problèmes d'addiction comme l'alcoolisme, la drogue, à avoir une sexualité violente parfois, et à d'autres problèmes, aux problèmes d'anxiété, de dépression, aux tentatives de suicide. En gros, le fait que on découvre notre sexualité dans un environnement qui est homophobe fait que on passe de l'idée de croire que l'homosexualité est un fléau, qu'on va mourir, que c'est stigmatisable, que c'est grave, et ça a été psychiatrisé pendant très longtemps et condamné pendant très longtemps, à l'idée une fois adulte que en fait non, c'est bon, vous avez le droit de l'être, juste c'était une blague, haha. Et puis de toute façon maintenant c'est plus interdit par la loi, ni considéré comme une maladie, donc allez-y, vivez votre vie, mais faites-le caché, s'il vous plaît quand même. Et ben en fait passer de la restriction totale à buffet à volonté, déjà ça limite la possibilité de se modérer d'une part, et d'autre part avant même d'avoir une sexualité active, bah c'est un peu comme grandir enfermé dans un placard. C'est pas pour rien qu'on parle de coming out et d'être enfermé dans le closet, dans le placard avant, en anglais. Bah en fait quand t'es enfermé dans un placard toute ta vie, tu peux développer une forme de PTSD, de syndrome de stress post-traumatique. Et donc tout ça c'est lié en fait. C'est passer de l'homophobie la plus totale à tu peux être homosexuel mais la société reste homophobe, donc tu continues à avoir honte d'être homosexuel, ou combien même tu dépasserais cette honte, la société elle l'a pas dépassée, elle va te le faire payer. Et ben ça complique beaucoup de choses. Parmi ces conséquences possibles, il y a aussi ce que pointait l'auteur qui s'appelle Matthew Todd, qui est l'ancien rédacteur en chef de Attitude, qui est un magazine gay anglais. Il soulignait aussi la possibilité de développer une forme d'anorexie émotionnelle. J'ai pas tellement encore creusé la question, mais je me rappelle que dans le livre, il y avait un test pour savoir si on l'était, et moi je cochais toutes les cases. Et c'est quelque chose qui a résonné avec beaucoup de choses qu'on m'a reproché dans ma vie. C'est mon côté frigo, c'est le surnom que me donnait mon ex. C'est que en fait, je peux vraiment avoir l'air très très froid. J'arrive pas du tout à t'imaginer froid. T'es pas froid? Ah ouais. Bah, je te trouve justement hyper chaleureux, avenant, souriant. Bah en fait, c'est parce qu'on travaille pas ensemble. Mais je suis très très tyrannique. Dans le boulot, je suis assez autoritaire. Enfin, ma mère, on la surnomme l'état-major. Ma grand-mère, on la surnomme Margaret Thatcher. Et toi, t'es qui là-dedans? Moi, je sais pas encore, mais mon ex qui m'appelait le frigo, ça veut dire quelque chose. J'ai un peu trop tendance à tirer du plaisir à l'idée de contrôler mes émotions. T'as déjà simulé? Ouais. Je simule beaucoup, je pense, parce que j'ai un peu le syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier qui veut absolument prendre soin de l'autre, y compris pendant le rapport sexuel. Et ça passe aussi par lui donner l'impression qu'il est génial, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai une fâcheuse tendance à me dissocier, à me regarder agir, y compris dans la sexualité. Du coup, je vais me dire, bon, bah, si j'articule mon corps ou mon visage de cette manière-là, je vais apparaître de telle manière, ça peut être plaisant, je vais gémir de telle manière, je vais te dire ça. Et ça aussi, c'est de la simulation, je pense. Et donc, ouais, je le fais beaucoup, ouais. En parlant de ton corps, est-ce que tu t'entends bien avec lui? Est-ce que tu l'aimes? Non, je l'aime pas du tout, mais justement, j'essaie de me traiter un peu plus comme si j'étais mon meilleur ami, de me trouver des qualités et tout. Moi, je suis hyper maladroit, enfin, je suis assez fluet, je suis assez grand. Mais en fait, j'oublie toujours la place que je prends. Je me cogne tout le temps. Je me vois pas comme je le suis. C'est peut-être de la dysmorphophobie, peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être aussi, surtout, un manque de confiance en moi, je pense. Je me rappelle avoir été à Pôle emploi et il y avait des coachs de carrière ou je sais pas quoi et tout. Et en fait, elle étudiait notre manière de nous comporter en entretien. Et elle me disait que ça se voyait physiquement, que j'essayais constamment de prendre le moins de place possible, que j'avais les jambes doublement croisées. Bon, là, en vrai, j'ai un canapé très grand et pourtant j'ai les jambes hyper serrées, j'ai les pieds l'un sur l'autre, j'ai les bras croisés. Enfin, j'ai tendance à vouloir tout le temps me minimiser. Parce que j'ai tout le temps peur de prendre trop de place, en fait. J'ai l'impression d'attirer davantage depuis quelque temps. Genre, parmi mes ex, il y en avait qui étaient abonnés aux danseurs. Et je voyais très bien qu'ils m'abordaient un peu comme ce type de profil de physique. Et j'avais beaucoup de gêne avec mon propre corps. Du coup, je trouvais ça hyper déplacé. Enfin, ça correspondait pas du tout à ma personne, quoi.
c'était censé être un compliment. Je devais me dire, ah bah mon Dieu, si j'ai un physique de danseur ou de mannequin, c'est stylé, waouh, ça veut dire que je suis beau peut-être. Mais ça me mettait hyper mal à l'aise parce que je déteste l'idée de pouvoir me démarquer par mon physique. J'ai fait tellement d'efforts pour me démarquer intellectuellement que quand on me renvoie mon physique, je le vis super mal. J'ai l'impression d'être un bout de viande en fait, dans beaucoup d'expériences d'interaction sexuelle surtout. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi dans ma vie. Quand j'étais enfant, je pense que j'avais des petits troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'avais une fâcheuse tendance à faire des grèves de la faim, à vomir, un peu trop sur commande, au moindre conflit ou pour obtenir la paix. Enfin, c'était un peu bizarre. C'était un moyen de pression que j'avais trouvé sur mes parents, qui marchait assez bien. Et en fait, à mesure que je grandissais, je me rendais bien compte que être aussi mince, c'était un problème parce que ça m'empêchait de plaire aussi. Du coup, j'ai voulu grossir, mais j'y arrivais pas. C'était assez galère. Enfin, ça m'a vraiment pesé énormément. Après, quand je suis sortie avec mon premier amour, j'ai pris beaucoup de poids tout de suite. C'est un peu les kilos de l'amour. Et je me trouvais beaucoup mieux, en fait. Je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Mais c'était, encore une fois, peut-être un peu trop dépendant du regard de l'autre. Parce que lui aussi me trouvait plus beau comme ça. Je fais attention parce que je sais très bien que la seconde où je vis seule, j'ai un peu tendance à me laisser mourir de faim. Et à trouver ça kiffant. Là, je recommence à grossir et à me sentir mieux dans mon corps. Et c'est détaché du regard des autres maintenant. Je pense que je suis plus autonome dans mon rapport à mon corps, dans mon appréciation de mon corps. C'est à quel moment alors que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps? De manière très très concrète, après avoir bu 1 litre de thé le matin, puis un café, puis avoir fait du sport, puis avoir pris une douche très chaude, là ça décongestionne complètement mon visage et là je me trouve beau. Sinon, hormis cette configuration hyper rare, jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'attends de ton partenaire? Ce que j'adore le plus chez les personnes qui m'intéressent amoureusement, sentimentalement, ou même sexuellement, c'est la passion. Enfin, je suis vraiment fasciné, voire excité par les gens passionnés par ce qu'ils font. Je suis un peu abonné aux artistes aux cheveux longs, j'avoue. Je sens littéralement mon cerveau commencer à s'extasier quand quelqu'un parle avec fougue de quelque chose, quoi. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité? Je pense que c'est le oui. Je suis quelqu'un de très très sensible à ce qui peut se dire, à ce qui peut se gémir, à ce qui peut se crier pendant le sexe, et même avant et après le sexe. Les confessions sur l'oreiller. Je trouve que c'est là où les âmes sont les plus à nu, en fait. C'est important pour toi, le sexe, dans tes relations? Je suis pas très porté sur la question. Je suis un peu un chameau du sexe, en fait. Genre, je peux avoir un rapport sexuel une fois, et si on n'a pas pendant 6 mois, ça me va très bien, en fait. Est-ce que c'est facile pour toi, quand t'es avec quelqu'un, de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas? Parmi mes sex friends, il y en a un qui travaille beaucoup sur les questions de genre. Et en fait, avant d'initier les rapports sexuels, on parle énormément. Ce qui m'excite beaucoup. Il y a un truc qui m'a dit, qui m'a beaucoup marqué, c'est à quel point je pouvais être déconstruit sur le canapé, mais complètement ignorant de mon propre corps, de mon propre désir, de ma propre capacité à consentir une fois au lit. Et ça m'a énervé parce que je savais qu'il avait raison. Consentir, c'est pas juste dire oui ou non, c'est être en capacité de dire oui ou non aussi. Et depuis que ce sexman m'a dit ça, bah, je réalise à quel point je m'écoute pas assez, quoi, en général. Ma manière d'aborder la sexualité dans ma tête est tellement liée à des questions de pudeur que j'ai du mal à dire ce que je ressens, ce que je désire, et ce que je ne veux pas faire. Mais quand je le fais pas, c'est vraiment super, donc je devrais un peu plus m'écouter, quoi, et me faire écouter. T'as des orgasmes à chaque fois? À mesure que je grandis, j'ai une sexualité de plus en plus épanouie. Je jouis presque à chaque fois, oui. Après, il y a peut-être eu 3 ou 4 rapports dans ma vie où je pense que j'ai peut-être touché du doigt, sans mauvais jeu de mots, l'orgasme prostatique. Et c'était extraordinaire, enfin, un feu d'artifice qui dure hyper longtemps et tout. Mais je sais pas le reproduire. C'est pas sur commande. Et justement, c'est quand je suis le plus stressé que j'arrive à l'avoir. Mais je crois que c'est aussi parce que c'est quand je suis le plus stressé que je m'abandonne le plus dans le sexe. Est-ce que la masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques souvent? Ou t'es aussi un chameau de la masturbation? Eh ben, justement, je pense que je suis aussi un chameau de la masturbation. C'est mon anxiolytique de dernier recours qui marche même pas très bien, quoi, parce que justement, je l'aborde un peu trop comme un anxiolytique. Et du coup, à chaque fois, tu te dis, bon, je vais le faire pour me délivrer du stress, mais du coup, ça marche pas parce que t'as une approche trop fonctionnelle. Donc, c'est pas jouissif, tu vois.
La masturbation, je me rappelle que c'est un truc dont tout le monde parlait en primaire et au collège, et que moi je comprenais pas trop. Et j'ai essayé devant un porno hétéro, je comprenais pas, j'y arrivais pas, ça m'excitait pas. Après j'ai essayé devant un porno gay et je trouvais ça hyper violent et ça me dégoûtait. Enfin, ça m'excitait, hein, mais c'était trop violent, donc j'arrivais pas à me masturber. Et un jour, je regardais Queer as Folk, et il y a une scène toute bête où, genre, je crois qu'il y a 2 des personnages qui sont collés en heure de colle au lycée, et qui se retrouvent seuls dans un gymnase, et en fait, il y en a un qui raconte un rapport sexuel hétéro, parce qu'il est hétéro, et en fait, le mec à côté de lui, qui est gay, en profite pour le masturber pendant qu'il raconte. Et la scène m'avait hyper excité. Et je me rappelle avoir mouillé comme jamais en regardant cette scène. Et je me suis dit, waouh, peut-être qu'on s'approche d'un truc et tout, et que j'ai vraiment besoin d'un scénario crédible, quoi. Parce que j'étais attachée au personnage, que ça m'intéressait, que c'était monté progressivement la tension sexuelle. Et même chose en lisant Call Me By Your Name, à l'époque où c'était sorti, dans les années 2010, je crois, 2008. Et je me rappelle avoir lu le livre et me dit, mon Dieu, mais c'est hyper excitant et tout, certains passages. Et oui, genre, je mouillais. Enfin, littéralement, j'avais une réaction physique en lisant le livre. Mais je me masturbais toujours pas. Enfin, je sais pas, j'étais au lycée peut-être. Mais une fois que j'avais commencé à avoir des mecs random sur les applications de rencontres gays comme Grindr, j'avais un peu mieux compris mon corps et de comment on arrivait à l'éjaculation, qui est pas forcément correspondante à la jouissance. C'est 2 choses qui peuvent être différentes, qui se superposent assez souvent, mais qui peuvent être différentes. Et donc après ça, je me suis dit il faut que je m'entraîne histoire de pouvoir éjaculer devant des mecs qui me plaisent pas. Encore une fois, le contrôle. Mais du coup, je me suis entraîné à me masturber et après j'ai réussi et du coup je me suis dit ça y est, je sais éjaculer, pas sur commande, mais je sais en arriver là, quoi. Qu'est-ce que t'appelles mouiller? Le liquide séminal qui s'écoule du pénis face à de l'excitation. C'est ce que j'appelle mouiller. Je mouille beaucoup quand je suis excité. J'avais jamais entendu un homme cisgenre parler de mouiller. Ah bon? Bah ouais. Purée, j'en parle tout le temps. C'est vrai, mais j'avais jamais entendu ça. Ah, c'est marrant. D'accord, ok. Pour moi, c'était un truc très féminin, quoi. Enfin, un truc que la meuf disait tout le temps, quoi. En vrai, oui, de l'excitation, il y a des sécrétions et chez l'homme et chez la femme, et je trouve ça assez drôle qu'on le dise que pour... C'est un terme qui est très employé pour les personnes qui ont des vulves, donc... Et c'est vrai que, autre que homme cisgenre, pour moi, peut-être un homme hétéro ne dit pas mouiller. J'adore, en fait, les situations excitantes qui vont m'amener à avoir du liquide séminal qui s'écoule de mon pénis. Et ça m'arrive assez facilement, enfin, notamment pendant les discussions passionnantes qui touchent à la sexualité, hein. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais dans des cas précis, ça peut être très excitant, ouais. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Pas du tout. Mais je pense que c'est aussi parce que, à mesure que je vieillis, je me sens de plus en plus à l'aise avec mon corps, avec mon cerveau, et mon comportement, ma sexualité, mon expression de genre. J'ai l'impression d'être de plus en plus en phase, en fait, de plus en plus aligné, de plus en plus moi. Donc, j'ai hâte de vieillir, en vrai. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi? Je suis hyper content de pouvoir venir participer à ce podcast parce que je suis fan du podcast et merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses sur la sexualité, le genre, le corps, sur les autres et sur moi-même. Et il me semble que vous avez aussi reçu quelqu'un à ce micro qui était séropositif au VIH. Et moi, j'ai été en couple pendant plusieurs années avec quelqu'un de séropositif au VIH qui était très stressé par son statut sérologique, alors que moi, en face, qui suis né séronégatif, je l'étais pas du tout parce que j'ai complètement appris que indétectable égale intransmissible, que quand on a une charge virale indétectable grâce à un traitement bien suivi, on peut pas transmettre le VIH. Du coup, je me faisais pas de soucis pour moi, surtout que une personne séropositive sous traitement, généralement, elle a un suivi médical, elle a beaucoup de tests à faire au quotidien qui font qu'elle est très au courant de sa santé sexuelle, elle est très responsable. Et ces personnes-là sont parmi les plus sûres, en fait, quelque part, sur le plan sexuel. Je pense qu'en tant que personne séronégative, c'est un peu comme si j'étais le mec en face qui apporte un autre point de vue sur cette question-là. Et je voudrais apporter ma pierre à l'édifice de la déconstruction sur la sérophobie, en fait, et dire que c'est assez absurde, ou du moins irrationnel, d'avoir peur des personnes séropositives au VIH, qu'on n'a pas à les stigmatiser. Et en fait, ce livre, Straight Jacket, ça me fait aussi penser à MeTooGay. Enfin, le MeTooGay, qui est un hashtag qui a émergé sur Twitter à la suite de MeToo inceste, MeToo trans et MeToo initial, où plusieurs hommes gays et bisexuels ont raconté les violences sexuelles qu'ils ont pu subir dans leur vie, notamment dans leur enfance, parce qu'ils sont surreprésentés dans cette catégorie-là. En fait, Straight Jacket, ça
illustre aussi le fait que, en tant que personne subissant l'homophobie structurelle, on peut avoir tendance à intérioriser ces violences et à croire qu'on les mérite. Je pense que ce MeTooGay a ses spécificités, dont la première, c'est l'homophobie, qui fait que oui, on banalise peut-être davantage les violences sexuelles, et que c'est peut-être aussi pour ça que ça a un tel tabou, encore aujourd'hui, les violences sexuelles entre hommes. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @EntreNosLèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.